Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous reprenons la deuxième partie de notre émission réservée au livre du professeur et consultant international Mohamed Hassan, La monnaie, une production bancaire à faible coût et un actif pas comme les autres. Tantôt, nous parlons, professeur, de la croissance. Mais quelque part, n'est-il pas une fantaisie de parler de décroissance? Il paraît que certains professeurs, comme Touchard, disent que voilà, la croissance, c'est un phénomène qu'on ne peut pas cerner. Faut-il prôner la décroissance? N'est-ce pas une fantaisie de l'esprit? Je crois que c'est relatif. Il y a la croissance, personne ne contestait les vertus de la croissance, ni les politiques, ni les économistes. Mais avec l'industrialisation du 19e siècle, avec le développement du nucléaire et tant d'autres éléments, on fait que cette dimension de l'environnement, cette dimension de la consommation de la planète sur laquelle nous vivons, oui, a amené certains à dire qu'il faut la décroissance et des politiques ou des théories qui ne sont pas très favorables à une croissance sans limite et sans contrôle. D'où cette volonté de réviser la perception et la valeur que nous avons de la croissance, qui peut amener certains par excès à appeler à la décroissance. Mais je crois que ce qui est valable pour les pays occidentaux et industrialisés, développés, n'est pas très valable pour nos pays. Nous avons besoin de croissance parce que si nous restons à l'état où nous sommes, c'est vraiment déplorable et inacceptable. Il faut de la croissance, mais il faut profiter de l'expérience de ceux qui nous ont précédés pour que cette croissance ne se fasse pas au détriment de la santé des hommes, de la santé de l'environnement, si j'ose dire, et ainsi de suite. Oui, il nous faut que la croissance parce que nous avons des maladies postnatales, d'ailleurs prénatales. Donc, je vous ramène un peu en arrière concernant la vie d'une monnaie, sa mort, ceci, mais la perte de la monnaie, sa destruction, etc. Est-ce que si un stock d'argent thésaurisé ou placé quelque part, brûlé, hors d'une institution financière ou bancaire, qu'est-ce que cela fait concrètement? Ça fait un appauvrissement à concurrence de ce drame. Pour une quantité de monnaie thésaurisée brûlée, ça équivaut à ce qu'elle peut acheter sur le marché. Si on peut comparer avec l'incendie d'une boutique, pour que les gens voient mieux, ou la sécheresse et ses effets sur les animaux, parce que là, ils brûlent à petit feu et ils disparaissent, un phénomène que nous comprenons bien ici en Mauritanie. Mais je pense que si ce stock est brûlé, il peut être brûlé de plusieurs façons. S'il est calciné complètement et il n'y a plus de traces de billets, c'est une perte totale pour les détenteurs, pour les thésaurisateurs. Mais s'il y a une partie des billets qui restent, je pense que une preuve que ça a été brûlé, il est d'une obligation de la Banque centrale qui a émis ces billets et qui est garante de la circulation fiduciaire dans le pays, de rembourser les personnes sur la base de la preuve des billets identifiables mais brûlés. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien sûr que, parce qu'on parle des phénomènes globaux, cet incendie de billets constitue une destruction
d'une partie de la masse monétaire en circulation. En circulation. En circulation. Elle dormait et maintenant elle est complètement morte. Elle est complètement morte. Bon. La thésaurisation permet de se réveiller. Si on retire du coffre l'argent pour faire des achats, et ainsi de suite, ça devient monnaie. Mais si, comme vous l'avez dit, si elle est brûlée, c'est fini. Mais le phénomène que vous disiez, c'est intéressant. L'exemple que vous avez donné, c'est quasiment le même d'un côté par rapport à ces destructions de la monnaie par l'importation, par exemple. Sauf que là, la monnaie n'existe plus, mais on a quelque chose en contrepartie. Et dans les deux cas, la monnaie quand même a diminué. Qu'elle soit par incendie ou qu'elle soit par les fuites monétaires, elle se rétrécit parfaitement, c'est le terme. Les banques ont des incinérateurs qui brûlent l'argent. Quel est le caractère de cette monnaie? Est-ce que c'est un excédent? Est-ce que c'est la monnaie nécessairement défaillante, détruite? Pourquoi des incinérateurs? Monsieur Ibrahim, vous continuez à appeler les billets de banque de la monnaie. Ah bon? Ça, c'est pas de la monnaie. C'est différent, voilà. Vous avez répondu à la question. C'est pas de la monnaie. C'est des billets de banque. C'est une émission qui est hors de la circulation du marché. Et donc, ce n'est pas de la monnaie. Et c'est l'affaire de la Banque centrale. Elle peut avoir énormément de billets dans son caveau, tout comme elle peut les brûler. Cela n'affecte pas du tout la monnaie. C'est des billets, c'est du papier. Et elle peut. En fait, elles le font parce que souvent, c'est des billets usés. On les retire de la circulation pour éventuellement renouveler on les retire de la circulation. On commande d'autres qui sont neufs. Et quand les banques viennent demander, au lieu de leur demander des coupures anciennes qui sont déjà brûlées, on leur donne de nouveaux billets. Mais ça, c'est véritablement les billets de banque et non pas de la monnaie. Oui, pas de la monnaie, justement. Ok. C'est là où je voulais vous amener. Ouais. Mais on constate, si l'on peut dire, une prolifération des banques. Beaucoup de banques dans la place. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Rien en économie, rien n'est bon, rien n'est mauvais dans l'absolu. Tout dépend du contexte et des objectifs et des stratégies qui se font. Je pense qu'il y a, de mon point de vue, effectivement une prolifération des banques parce que la banque, elle a un marché. C'est le marché de l'argent. C'est le marché des dépôts, c'est le marché des crédits, et lesquels sont en relation avec la croissance économique, avec le développement économique. Est-ce que notre économie, parce qu'elle répond aux besoins de l'économie, est-ce que notre économie a été multipliée par 2 ou 3 pour justifier que les systèmes bancaires ou les banques soient multipliés par 2 ou 3. Je crois qu'il y a plus de création de banques que de croissance de l'économie. Ceci étant, d'une façon générale, ceci étant, rien n'empêche, si ces banques sont actives, si elles contribuent à une bancarisation, c'est-à-dire à drainer un grand public nouveau par leur présence, par leur prestation, à ce que la monnaie qui est hors banque et qui est improductive, entre guillemets, vienne être déposée à la banque, ça peut être une source de développement pour le pays et contribuer à travers leur présence et la multiplication du crédit par rapport. Mais si leur multiplication, si leur prolifération n'apporte pas en plus au niveau du financement de l'économie, il faut dire qu'elles vont vivre sur l'économie parce qu'au bout du compte, les banques ne créent pas elles-mêmes de richesse. Les banques vivent sur la richesse produite par les autres, mais elles aident les autres à produire davantage de richesse. S'ils aident les gens, s'ils aident l'économie à
et les agents économiques à produire plus de richesses, c'est une bonne chose. S'ils n'aident pas à produire plus, et donc ils viennent se concurrencer elles-mêmes et ponctionner davantage sur l'économie et sur la richesse, ça devient une mauvaise chose. Ceci étant, je pense que il y a un problème d'économie d'échelle, il y a un problème de charge même pour elles, avec les chiffres d'affaires limités, les ressources limitées, les crédits limités et des charges. On gagnerait, de mon point de vue, à avoir une concentration de ces banques pour faire quelques banques qui sont fortes. Je crois que je l'ai proposé lors de la transition en 2005. J'ai proposé une concentration, un rapprochement des banques dans le cadre d'un marché financier, ainsi de suite, pour que d'abord leurs dépenses, le coût de production, les charges diminuent, et pour qu'elles soient d'une solidité financière, et pour surtout qu'il y ait des banques mauritaniennes, pas des banques de personnes ou des banques de famille. L'État devrait encourager le rapprochement de ces différentes banques pour fusionner entre elles. Et si elles fusionnent, toutes les 4 ou 5 fusionnent, elles auront des actionnaires qui sont faits des différentes régions, des différentes familles, des différentes... Il y a une politique de discrimination positive qui peut aussi se faire à travers les crédits, à travers les banques. S'il y a une organisation autre qui va dans le sens de plus de concentration du système bancaire et de renforcement de sa surface financière et de sa logistique, et ainsi de suite. Donc, le moyen, on ne peut pas, vous savez, le système bancaire est très interdépendant. On ne peut pas dire à une banque du jour au lendemain, on vous supprime dès lors qu'elle existe déjà. Mais on peut leur dire de se concentrer. S'agréger quoi. Une confédération un consortium. Et là, c'est quelque chose qui ne porte préjudice à personne. Les actionnaires vont rester actionnaires, ils vont rester banquiers. Est-ce que vous voyez? La banque aura plus d'économies d'échelle et moins de dépenses, si vous voulez, pour utiliser un terme plus compréhensible pour tous, et sa rentabilité, nécessairement, va être plus élevée. Et si on va parle de concurrence et de compétitivité par rapport aux places financières ou par rapport aux pays voisins, on sera plus compétitif et on sera plus crédible au niveau de relations avec l'étranger. Donc là, je pense qu'il y a un problème de mentalité et de culture, et il faut que les gens dépassionnent cette histoire d'argent et essayent de fraterniser en mauritanien pour faire des entreprises mauritaniennes dignes de ce nom, et non pas de petites entreprises individuelles autres avec les titres de banque, et avec le pouvoir abusif de créer de la monnaie aussi qui n'est pas de... Il y a un aspect que vous connaissez bien, dont vous avez peut-être oublié. Justement, dans cela, ça se passe sur un fond de taux de bancarisation qui, paraît-il, est à 6% ou à 7%, grosso modo. Donc, comment créer assez de banques dans un taux de... Ou bien il est maintenant élevé, le taux de bancarisation? Oui, le taux de bancarisation, oui, ça j'ai vu dans les papiers. On a parlé d'un taux de bancarisation de 6%, 5% à un moment donné. Puis, on est passé on parle dans les documents de 15%, 20%. Je pense que c'est plutôt pour justifier après coup cette prolifération des banques, pour qu'il y ait un taux de bancarisation quand même qui justifie autant de banques. Mais je pense que si elles avaient des objectifs de bancarisation, la bancarisation c'est un phénomène qui ne fait que spontanément, c'est-à-dire que les gens aient confiance aux banques, croient aux banques et aient les moyens de traiter avec les banques. Il faut dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent, la culture, l'alphabétisation. Des gens analphabètes travailleraient difficilement avec les banques. Mais on peut faire toute une stratégie globale pour, comme vous l'avez dit, élever et augmenter le taux de bancarisation, est-ce que vous voyez, pour que les banques jouent un rôle. Là, les banques auront joué un rôle
important pour l'économie parce qu'elles ont augmenté le taux de bancarisation. Et elles-mêmes vont pouvoir mieux vivre que de se concurrencer sur un marché qui se limite à 5% de... Mais là, vous dites efficacement, peut-être à raison, le caractère hybride et métissé des banques mauritaniennes par le cumul et la confusion chez les mêmes acteurs des statuts de banquiers, de commerçants, de fonctionnaires, d'industriels ne peut que susciter des interrogations et des appréhensions à ce niveau. Ça, c'est le problème des banques, c'est même pas l'hybridisme, c'est le polyhybridisme. C'est que le banquier, il est à la fois dans le BTP, il est à la fois dans le bétail, il est dans l'alimentaire, et voilà, donc il est même dans le matériel de la défense, c'est-à-dire qu'il s'autofinance. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est mauvais? Comment on peut mettre fin à ça éventuellement? Vous savez, Si il est plus pour les gens d'un certain niveau, il est plus, on a plus de culture démocratique en politique qu'en économie. Mais on connaît, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a une certaine incompatibilité, en politique et qu'il doit y avoir une séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, et ainsi de suite. Ça, c'est tous les Mauritaniens commencent à le comprendre. Mais en économie... C'est le mélange des genres. En économie, il y a la même chose. Il y a des métiers et des spécialisations. Le secteur financier est un secteur à part. Le secteur réel est un secteur à part. Les banques le métier de banquier est un métier qui est spécifique et qui est incompatible avec les activités du monde réel. Parce que toi, banquier, tu as le pouvoir de créer notre monnaie nationale. Tu dois pouvoir financer notre économie nationale. Et donc, on te donne, l'État t'accorde l'agrément d'être banquier pour financer l'économie. Ce pouvoir régalien délégué par l'État de créer monnaie a pour corollaire une obligation de financer l'économie. Financer l'économie alors que tu as tes propres entreprises du secteur réel, humainement, tu vas pencher pour tes entreprises et tu vas les financer. C'est pourquoi il devait y avoir une incompatibilité et une séparation entre le secteur financier et le secteur réel. Et une incompatibilité de l'exercice du métier de banquier et des autres métiers industriels, commerciaux, ainsi de suite. Ce n'est pas malheureusement le cas en Mauritanie parce qu'il y a eu cette privatisation qui s'est faite dans des conditions pas très bien étudiées, ainsi de suite. De mon point de vue, parce que je veux que l'on soit toujours réaliste et positif, mais qu'on avance. On ne peut pas dire à ces gens de se débarrasser de leur entreprise du secteur réel. On ne peut pas non plus leur dire de se séparer de leur banque. Parce que, de toutes les façons, toute soustraction d'une entité économique est un appauvrissement du pays et sa déstructure. Et ce n'est dans l'intérêt de personne, c'est des pertes d'emplois, et ainsi de suite. Donc, il faut respecter l'entreprise, il faut respecter la banque, il faut respecter l'existant. Ce qui existe doit être respecté. Mais il faut pouvoir changer, s'adapter. Et là, je vois, en plus de la concentration, je vois un autre élément. Il y a des banques dont les actionnaires sont dans différents secteurs, BTP, ainsi de suite. Mais l'exécutif, c'est-à-dire la direction générale, ceux qui gèrent, ne sont pas dans ces secteurs. Ils ne sont pas entrepreneurs. Ils ne font que la banque. Et ils ont apparemment une certaine autonomie par rapport aux actionnaires. J'ai vu le premier quelque chose qui ressemble à ça, tout en sachant que je ne connais pas très bien les banques mauritaniennes. J'ai vu avec la création de la BMS, par exemple, un personnel qui est d'une compétence, une direction générale qui est compétente, qui a les compétences théoriques et qui fait le métier de banquier. Alors, ce n'est pas la même chose que si le propriétaire de la banque est celui qui la gère
qui est son directeur général. Donc je pense que l'on peut passer vers plus de régularité et plus de séparation de pouvoir et plus de quelque chose qui va dans le sens de la démocratie économique, c'est-à-dire des règles normales de gestion d'une économie qui suppose la séparation des secteurs financiers et des secteurs réels, de passer que les propriétaires, les actionnaires ne soient pas l'exécutif au niveau de la banque. Qu'ils le confient, ça créera de l'emploi et ça permettra qu'ils ont une certaine marge, une certaine autonomie par rapport aux propriétaires. Bon, ça professionnalise la banque aussi. Ça professionnalise et ça permet que le directeur général qui est là, il sait qu'il a des capitaux, ils appartiennent à tel et tel, mais lui, il a l'obligation de traiter objectivement et sans impartialité les dossiers qui lui sont présentés et de savoir que son pouvoir de création monétaire, je le répète encore, qui émane de l'État mauritanien, doit servir l'économie mauritanienne. Tout à fait, tout à fait. Et donc, je pense que ce passage... Peut-être dernière question. On parle maintenant de la monnaie. La monnaie étant un moyen de souveraineté, par la force des choses. Un État, déjà, bon, Mokhtar Ould Daddah a été un peu un visionnaire. Quand en 78-72 déjà, il est sorti de la zone franc. Le problème du franc et de la zone franc se pose avec acuité maintenant. La dernière sortie qui a fait le buzz, la sortie du vice-ministre italien, ils disent que voilà, la France colonise encore l'Afrique et qu'il y a 14 pays africains qui sont dans le giron de la France, qui bouffent leur argent, que c'est elle qui est responsable de leur décroissance et de leur misère. Et on sait, quelque part, j'ai vu un document qui dit sur les 11 pays africains qui ont un dépôt dans des institutions financières dans les banques, un gros dépôt, ce sont justement les pays africains qui sont hors zone franc. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous sentez en cela une nouvelle forme de colonialisme, sinon un rétrécissement de la souveraineté de ces États, dont les grandes opérations financières et économiques se passent plutôt, les virements se passent au niveau de Paris, au lieu que ça passe au niveau de la BCAO ou des institutions financières africaines ou même chez les banques africaines? Oui. Monsieur Ibrahim, vous savez, la monnaie... C'est la dernière question. Oui, le phénomène monétaire, la monnaie, ses mécanismes, ses incidents sur l'économie, son instrumentalisation sont tellement méconnus que n'importe qui peut se lever et tenir le discours qu'il veut. J'ai suivi ces débats sur le CFA et je sais qu'il y a une erreur stratégique qui a été faite par ces pays-là et par la France, c'est d'avoir maintenu la dénomination, l'appellation franc. Colonie française d'Afrique. C'est même pas... On dit aujourd'hui que c'est colonie, mais en fait, ça a été colonie, après c'est devenu communauté. Communauté. Ouais. Mais on dit volontairement, peut-être, colonie. Il a été colonie dans le temps, mais il a une autre. Mais les HIC, là où il y a le problème, c'est qu'on continue à appeler le franc. C'est une erreur monumentale, ce que vous voyez, et incompréhensible qu'une monnaie qui soit spécifiquement africaine continue à être appelée le franc, donc liée. En plus du fait que, ce qui aggrave la chose, c'est que même il n'y a plus de francs. Les Français ont renoncé au franc pour l'euro, et là les Africains continuent à avoir une monnaie qui porte le nom de la France. Cela complexe les gens, c'est quelque chose qui doit être tout à fait corrigé. Mais honnêtement et objectivement, c'est la seule réforme qui est dans l'intérêt ou qui se justifie. La monnaie, elle découle d'un processus de développement économique. Si ces pays-là, de développement économique, de développement culturel, de développement psychologique, de développement... De stabilité il faut que les Africains aient un taux d'alphabétisation beaucoup plus élevé. Il faut que les Africains soient plus patriotes. Il faut que les Africains aient une culture qu'ils produisent. Et c'est en jouant sur tous ces leviers
Et s'ils arrivent à faire de grands progrès à ce niveau, il va de soi que le rapport de force va être en leur faveur et ils pourront imposer au monde leur propre monnaie qui continuera à avoir un cours acceptable, ce que vous voyez, et qui pourra être un outil de développement économique. Et ils ont aujourd'hui une aubaine qu'ils n'apprécient pas, ou que ceux qui détraquent le franc, c'est cette stabilité. Et cette possibilité de conversion de devises, de convertibilité, elle va du social. Le Sénégalais malade, ce que vous voyez, ou tout autre pays, personne malade, elle a des moyens, elle peut se rendre directement en France pour se soigner, alors que s'il y avait la monnaie locale, ça suppose qu'il y ait un contrôle d'échange avec la prolifération de ce qui est son corollaire, corruption, marché noir, ainsi de suite. Et ça va être un calvaire pour ces populations qui elles-mêmes vont travailler contre leur propre monnaie, comme on l'a vécu chez nous. Et on a un exemple très simple, l'analogie. Le Sénégal, le CFA qui est à côté de nous, nous avons créé une monnaie, nous avons tant de richesses, et ainsi de suite. Mais après 20 ans, 30 ans, notre monnaie s'est divisée par 3. Leur monnaie s'est multipliée par 3. C'est-à-dire le pouvoir d'achat de leur monnaie a été multiplié par 3 et le nôtre a été divisé par 3. Pourquoi? Qu'est-ce qui permet ça? C'est le fait d'être adossé à l'euro, d'être adossé au franc. Je pense que la phraséologie révolutionnaire, ce que vous voyez, le patriotisme, tout ça, c'est bon et je suis pour, mais il faut être réaliste en plus. Et si on a des aspects positifs dans un système donné, qui n'est pas un système idéal, et il faut pouvoir les apprécier. Je pense que la bonne politique, maintenant les Italiens, ils le disent, c'est pour des raisons, parce qu'eux, ils sont nationalistes, racistes, xénophobes, ce que vous voyez, et ils sont hostiles aux Africains et ils veulent jeter une pierre dans le jardin des Français et dans le jardin des Africains. Mais honnêtement et objectivement, je considère que le franc CFA constitue un facteur de stabilité et de sûreté pour ces pays en luxe. Rien ne les empêche. Ils n'ont qu'à développer leur production. Sur lequel ils jouent? C'est qu'on n'a pas les moyens de notre politique monétaire. Mais la politique monétaire et la monnaie ne jouent qu'un rôle très accessoire par rapport dans le processus de développement économique. En essayant de développer l'économie grâce à la monnaie, on tombe dans l'inflation. C'est des théories monétaristes. D'autant plus que les auteurs de ces théories, ce sont souvent des gens qui ont fait la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont géré le franc CFA et ils ont fait toute leur carrière sous le franc CFA. Maintenant qu'ils sont à la retraite, ils se présentent en révolutionnaires pour combattre le franc CFA. Ce n'est pas, de mon point de vue, très honnête ni très patriotique. D'autant plus que le système est très sensible. La monnaie, c'est quelque chose de très sensible. Et le fait de parler du CFA, ça porte préjudice aux économies africaines. Les intellectuels ou les compétences africaines devraient discuter discrètement à leur niveau de ces problèmes monétaires avant de les mettre sur la place publique. Je suis un ancien de la Banque centrale, je constate parfois des choses, des dysfonctionnements, je ne me permets pas de les mettre sur la place publique. J'ai adressé des lettres au gouverneur de la Banque centrale sur des questions parce que je sais que c'est tout à fait sensible et on ne doit pas les mettre sur la place publique. Tout comme vous, anciens officiers, si vous voyez des problèmes concernant la sécurité de votre pays, vous n'irez pas les mettre sur la place publique. Je pense que là, il y a un besoin de sérieux et de réalisme et de manque d'opportunisme. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler de cette question. Tout à fait. Qui ne nous concerne qu'indirectement. On arrive le temps s'épuise pour nous. Est-ce qu'il y a sur votre ouvrage un aspect que je n'ai pas touché, qu'on n'a pas touché ensemble et que vous tienne à cœur pour pouvoir en parler? Sinon, une dernière phrase pour nos téléspectateurs.
Non, je suis agréablement surpris par la pénétration que vous avez fait dans les livres et vous avez vu beaucoup de ces aspects. De ces aspects, qu'est-ce qu'il y a? On a pratiquement tout vu. C'était intéressant de parler des garde-fous. Tout à fait. On n'a pas parlé des garde-fous, on a beaucoup parlé de la création de la monnaie et de la capacité des banques à créer de la monnaie, mais il y a certains garde-fous qui font qu'elles ne peuvent pas créer impunément de la monnaie. Et ça, c'est de nature pour les téléspectateurs de savoir qu'on ne donne pas aux banques ce pouvoir-là et puis elles ont les mains libres de faire ce qu'elles veulent. Parmi ces critères, ces garde-fous, c'est le fait d'abord, ce qu'on a parlé, de limiter les banques. On limite les banques pour que, en les limitant, on limite la création monétaire et on permet plus de contrôle sur ces banques. Il y a comme moyen, c'est le contrôle de la Banque centrale. La Banque centrale contrôle les banques et elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Il y a des ratios qui sont à respecter, des contraintes financières qui sont données. Il y a la formation, et je pense que ça c'est un élément très important, c'est de savoir, parce qu'on parle de la banque et de la monnaie, il y a à savoir que la monnaie et la banque, c'est une entreprise humaine. Et elle se base sur les ressources humaines. Et qu'il faut faire beaucoup de formation pour les banquiers, pour les agents de banque, pour que ça soit... Si, par exemple, avec cette prolifération des banques, si le personnel est très qualifié, je vous dirais que ça ne représente rien par rapport à l'économie mauritanienne, parce qu'ils vont avoir des idées, des produits financiers développés, et ainsi de suite. Alors que si le personnel n'est pas de bonne qualité, la banque et la monnaie, c'est une entreprise humaine. Je vous remercie infiniment. Nous arrivons à la fin de cette émission à propos du livre de Mohamed Hassan, le consultant international et président de l'I2RS, Institut international pour la recherche d'études de stratégie. Merci beaucoup. Il n'est pas moi non plus, donc ne manquez pas d'acquérir ces deux livres, celui sur la monnaie et son livre d'avant qui était Démocratie inclusive et bonne gouvernance. Nous sommes face à des élections, il faut bien s'imprégner de ces ouvrages qui sont très très importants à notre sens et que vous l'avez d'ailleurs vu vous-même. Merci Mohamed. Merci. Bonsoir. À la prochaine. De les lire. Inch'Allah. Donc, je vous recommande d'acheter les ouvrages de Mohamed. Merci. À la prochaine. Je remercie l'équipe technique qui a fait derrière la réalisation de cette émission, notamment M. Omar Diop et toute l'équipe qui était avec technique avec lui, et notamment Abdallah Bilal. Merci beaucoup.